Salut tout le monde, bienvenue dans le 11e numéro du podcast. Il y a eu quelques petits changements pour ce numéro-ci. Déjà, il y a une intro parce que maintenant, il y a un générique. Beaucoup de personnes m'ont dit que ça faisait un peu sec sans générique. Vous aviez bien raison. J'en ai commandé un qui va arriver donc en 2013, fait par des professionnels. En attendant, j'en ai un qui est à couper le souffle d'amateurisme. Vous allez l'entendre. 11e numéro, c'est avec Kian Kojandi. Beaucoup de chance parce que c'est lui qui m'a contacté sur Twitter pour proposer de faire l'interview. Donc, c'était forcément avec beaucoup de plaisir que je l'ai fait. C'était la première fois que j'interviewais quelqu'un que j'avais jamais rencontré dans la vraie vie. Donc, j'avais un peu peur que le ton soit différent, mais c'est un gros geek d'humour lui aussi. Donc, on a parlé la même langue. C'était super agréable comme rencontre et j'espère que vous allez bien apprécier l'interview. 2-3 détails avant de commencer. J'ai commencé une tournée qui s'appelle Mégalomaniac. On va faire les plus grandes salles un peu partout en Wallonie. Si vous connaissez des gens du côté de Moucron, c'est la prochaine date, fin janvier. N'hésitez pas à partager l'info sur ticketnet.be ou même faire un cadeau. C'est les fêtes de fin d'année, c'est pas illégal. Et sinon, merci à tous ceux qui sont abonnés sur iTunes. Et voilà, si pour vous ça change rien, moi ça me fait vachement plaisir si vous appuyez sur abonnement. Ça change le positionnement dans iTunes. Même chose si vous donnez un petit ranking par étoile ou si vous faites un commentaire. Donc voilà, merci beaucoup de suivre le podcast. Ça va être l'avant-dernier numéro pour cette saison-ci. On va en faire 12, idéalement 12 pour la première partie de 2013. Trêve de blabla seul, voici du blabla à deux et l'interview faite avec Kian Kojandi, aka le mec de Bref. Allez viens, allez viens, allez viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Dan Gagnon, bonjour. C'est comme une émission de radio, mais sans la musique, sans les infos et sans les jingles Radio Contact. J'ai remarqué que c'est pas très drôle. Vous avez directement reconnu le style inimitable de Dan Gagnon. Public service announcement. This is where the taxpayer money goes. Merci beaucoup, Dan Gagnon, et bonne chance. Dan Gagnon, gratuitement. On a dû changer d'endroit pour ce rendez-vous-ci. On était dans un endroit très bien nommé, le Café de France, à la place d'Italie. Merci la France qui a voulu mettre du chauvinisme partout. Et finalement, faisait trop de bruit, donc on s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel. C'est toujours bizarre de débarquer à 3 dans un hôtel pour dire « Hey, est-ce qu'on peut louer une chambre en après-midi et débarquer avec la valise? » Mais ça valait la peine parce que je suis avec Kian Kojandi. Salut Kian. Bonjour. On va expliquer déjà pourquoi est-ce que je suis ici. T'as entendu le podcast que j'ai fait avec Walter? Ouais. Et où je t'avais très subtilement mentionné sur Twitter. Et comme t'as 250 000 personnes, finalement, j'ai eu le coup de bol de ma vie que tu te fasses chier au moment où j'avais écrit. Parce que t'es tombé dessus, tu l'as écouté, je crois qu'une heure après, tu m'as déjà envoyé un message. Ouais, je me fais pas chier en fait. C'est juste que je suis. Ça fait partie de ma vie. Il y a des choses comme Twitter, les réseaux sociaux. C'est peut-être que. T'es à fond dessus? Je suis pas à fond, mais c'est juste que j'aime bien. Et c'est une passion en fait. Tu sais, avant les gens allumaient la télé, ils se réveillaient, ils allumaient la télé, ils regardaient les infos. Moi, je regarde sur Twitter en fait. Parce que quand tu vois des gens qui ont. Toi, t'as combien de followers sur Twitter? 250, 260, ouais. Un truc comme ça? 260 000, ouais. 1000, oui, on précise. Ouais. Non, mais... Et tu dis toujours, bah, t'envoies un tweet, mais la personne le lira jamais. Et c'est toujours surprenant. Toi, tu les vois quasiment tous passer ou c'est par période ou... En fait, plus généralement, je vais un peu dézoomer plutôt que de parler que de Twitter, mais c'est moi je suis né avec Internet. Enfin, je suis né avec j'avais 15 ans et on a découvert un truc qui s'appelait Internet. On a fait il y a trop un truc de malade à faire avec ça et je suis super vigilant avec tout. Et quand c'est ce qui fait que quand quelqu'un nous pose une question, généralement on lui répond. Si on a déjà répondu à la question, pas non plus 300 fois. Mais attends. Pendant que le lunch arrive. Ouais, j'ai très faim, c'est pour ça. Voilà, donc ça va donner des petits bruits de bouche aussi pendant le podcast. Donc, excusez-moi d'avance. Fantasmer sur la bouche de Kian. Ouais. J'en prie. Non, mais je suis très vigilant ouais. de manière générale. J'aime bien. J'ai toujours fait ça en fait. J'ai pas changé. Je me suis dit waouh, maintenant j'ai un coup de projecteur sur ma vie. Je vais m'y mettre. Non, au contraire, j'ai toujours été comme ça. Donc. C'est juste que mais avant, ça te prenait genre 8 secondes par jour de vérifier ce qu'on disait sur toi sur Google. Aujourd'hui, ça te prend genre 9 heures et 8 minutes par jour. Ouais, exactement. Ça a changé du jour au lendemain ta vie? Oui, ça a changé. Ouais. T'as vraiment vu une différence après la première semaine de diffusion? Non, mais c'est vrai que les gens déjà se retournaient un peu. En fait, c'est au nombre. Je veux dire, ce qui a changé dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu marches dans la rue et les gens se retournent et t'entends les gens murmurer. Ouais. Et t'entends plus de gens murmurer. Et je sais que j'ai fait un rêve à un moment donné et même les figurants dans mon rêve se sont mis à murmurer. Sérieux? Je me suis dit merde, je suis connu dans mes rêves aussi, c'est relou. En fait, être un mec connu, c'est comme être une jolie fille finalement. Exactement, ouais. C'est exactement la même chose.
J'ai l'impression que je vous comprends maintenant, mesdemoiselles. Je vous comprends et je sais à quel point ça doit être relou parce que vous n'avez rien demandé. Moi, à la rigueur, j'ai mis ma tête à la télé, c'est normal et voilà. Tu peux pas être surpris après, c'est ça ouais, je peux pas être surpris. Et puis, c'est en cohérence avec moi-même. Je suis très content de ce qui m'arrive, moi. Mais c'est vrai que quand t'es une femme, j'ai l'impression que ça doit être un peu plus délicat. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que les mecs connus finissent par être avec des belles filles, parce qu'ils se comprennent. Quoi. Ah, peut-être. T'es plus beau depuis que t'es connu? Je sais pas, ça faudra demander aux gens. Mais je veux dire, tu le vois, comment ça se dit? On peut juger de la qualité d'un piège à ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu vois une différence sur les gens qui viennent te causer ou c'est... Oui, enfin les gens sont surtout vachement aimables avec moi, ils sont très gentils, très sympas. Je vois bien que je suis plus le gamin de 15 ans à qui on mettait des râteaux dans la cour du lycée. Je vois bien ça. Mais c'est pas ce à quoi je courais pas en profiter trop. Je courais pas après ça en fait. Okay. Je cours pas après ça. Moi je suis très heureux de ma vie, de me lever le matin, d'écrire des blagues, de faire mon métier, de faire du stand-up le soir. J'ai toujours mes petits défis, tu vois, voilà, tiens, il y a ça à faire, cool. Tu vois, Florence Foresti m'a invité à Bercy. C'était 11 000 personnes à jouer devant 11 000 personnes, pardon, et c'était un beau défi. C'est ça en fait ma vie. En fait, c'était pas je cours pas après. En soi, Ouais, le fait qu'il y ait 11 000 personnes, c'est cool, c'est un beau défi pour moi. Je me dis pas 11 000 personnes vont me voir, c'est pas le but. Le but c'est de dire il y a un nouveau défi, c'est ça. Et je cours pas après être connu en fait. C'est pour ça qu'on me voit pas trop dans les médias non plus. Je fais juste un peu de promo pour mon DVD, mais je suis pas... Oui, parce que j'imagine que tu dois refuser environ 260 000 propositions par jour. La promo, ça se passe comment? C'est toi qui choisis à la main? T'aimes bien Non, en fait, c'est pas mon métier de faire de la promotion, tu vois. Je suis pas... Ouais. Mais j'essaie de faire ça avec des émissions que j'aime bien, que je sens bien. C'est toi qui les choisis, ouais. C'est comme toi sur Twitter, j'ai écouté, j'ai fait ce mec connaît l'humour et ça me fait plaisir et j'aimerais vraiment partager un moment avec toi, Dan, parce que je me dis voilà un mec qui parle d'humour, qui connaît son sujet et ça me ferait plaisir. Je suis pas là pour te vendre un truc, tu vois. Au contraire, je suis là pour échanger en fait. En fait, c'est ça, on parle la même langue et moi c'est ça que j'aime bien, surtout depuis que j'ai fait le podcast, je me rends compte, c'est qu'il y a toute une clique de gens qui sont pas ceux qu'on voit chez Arthur, voilà, pour prendre un exemple assez clair, mais une clique de nouveaux humoristes qui ont les mêmes références que moi je peux avoir. Avant, t'avais des Français qui aimaient bien les Français, on va dire, des Québécois qui aimaient bien des Québécois, mais en 2012, en général, on aime tous les mêmes personnes parce qu'on a accès aux mêmes personnes. Je vois que en ce moment, tu as un t-shirt Comedy Cellar qui, pour ceux qui suivent la série Louis, dans le générique, c'est là qu'il rentre, il donne la main puis il rentre au Comedy Cellar. Le fief du stand-up à New York. T'as déjà été voir? Ouais, plusieurs fois. J'y étais il y a encore 2 mois. Ça ressemble à quoi ta vie? Tu peux faire ce que tu veux en ce moment? Je peux faire... j'ai de la chance. En fait, alors l'histoire avec New York, c'est assez simple. C'est que je me suis ruiné il y a 2 ans pour la New York. Et je me suis dit cool, maintenant je vais pas me ruiner pour y aller. Donc c'était je l'ai fait parce que j'avais envie d'y aller, j'avais envie j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller voir les meilleurs. Ouais, puis j'ai vu Dave Chappelle sur scène, j'ai vu Chris Rock, je me suis dit voilà, j'ai vu Chris Rock j'ai vu Dave Chappelle et Chris Rock pour un Coca. Pour un Coca, genre c'est deux boissons au Comedy Cellar, donc c'est 2 boissons, $15. Et Patrick, Chris Rock, il fait souvent ça. Il y a eu une soirée, c'est cette année, dans les 6 derniers mois, je me souviens plus quand, où t'as Louis C.K. et Chris Rock le même soir qui sont venus tester une demi-heure de matériel. Voilà. T'imagines? Je suis un vrai chercheur de phase. C'est ma vie. Je suis toujours en recherche, en expérience. Si demain tu me dis, je sais pas, viens à Bruxelles, on va faire du Comedy Club, ouais, avec plaisir. Si je l'ai pas fait, ça va me faire plaisir de le faire, tu vois. C'est vers ça que je me dirais. On parle de New York. Quand je suis allé à New York il y a 2 ans, j'ai été invité par un mec qui s'appelle Dan Naturman, qui fait du stand-up à New York, qui est un mec très gentil qui est venu faire ça en France. Il est venu jouer en français en France. À la Eddie Izzard. Mais il est venu avec 5-10 minutes de matériel et en parallèle en France au Pranzo. C'était un peu l'ancien fief un peu de toute la clique de Bref. C'était il y avait des soirées en anglais avec Sebastian Marks qui joue en anglais. Et j'ai commencé à faire 5 minutes en anglais là-bas. Et après, je suis parti à New York et j'ai essayé de faire 5 minutes dans les stand-up, au Comedy Club, au Stand-Up New York et au Comic Strip. Donc, je suis allé faire 5 minutes là-bas. Et ça a été, pour moi, ça a été un vrai déclencheur dans ma vie, en fait. J'ai arrêté de vouloir, quand j'ai vu
quand j'ai vu l'humilité d'un mec comme Dan Naturman qui est là depuis 10 ans, qui a fait tout, qui a fait Letterman, qui a fait Conan O'Brien, qui a fait tous les shows et tout, ils sont pleins, ils sont des milliers d'humoristes à être excellents sur scène, à détruire le public en fait. Dès qu'ils montent sur scène, tout le monde est éclaté de rire, ils ont des rires hyper réguliers. L'efficacité, très fort, très bon, très fort, brillant, régulier. Tout ce qu'on attend d'un humoriste professionnel, tu vois. Et ces mecs-là n'ont pas forcément réussi au sens médiatique, mais au moins ils sont dans leur métier. Je me suis dit, ah ok, en fait, voilà, je suis rentré en France et j'ai décidé d'arrêter de vouloir réussir quoi que ce soit. Avant, t'essayais fort. Oui, parce que c'était en fait dans ta tête, tu te dis, en fait, c'est le parcours de n'importe quel être humain. Tu fais un truc, tu dis, il faut que j'ai une reconnaissance médiatique, c'est important, parce que la reconnaissance dans le métier, c'est la reconnaissance médiatique. T'identifies en fait. Et c'est une erreur de penser ça. Parce que déjà, ça t'influe énormément sur ta personnalité et tes choix. Tu dis, non, bah attends, il faut que je... Qu'est-ce qui va être le plus payant pour moi en Ouais, c'est ce que Edmond Rostand écrit dans Scénario de Bergerac. C'est pourvu que je sois dans les petits papiers de monsieur ou que j'encense quelques barbes de gens connus, que je me fasse éditer chez le meilleur éditeur en vogue. Et quand je suis rentré de New York, tout est tombé. J'ai arrêté de vouloir réussir. Vraiment, je me suis dit, avec Bruno Muschio, mon co-auteur, avec qui j'ai écrit Bref, bah on s'est dit, viens, on discute, viens, on regarde des vidéos sur internet, viens, on écoute des chansons, viens, on fait de notre vie ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire juste le matin se lever et dire, ah ouais, viens, on le fait, c'est marrant. La notion de plaisir, vraiment Exactement, et tout ça a été cohérent ensuite, parce que quand Bref est arrivé, bah c'était juste, je faisais ce que j'aimais en fait, et les gens ont adhéré à mon délire. J'ai pas cherché à plaire aux gens. Donc finalement, t'es un peu comme un espèce de vieux philosophe qui fait que arrête de... Non, ça fait vraiment le vieux truc, genre, si t'arrêtes de courir après quelque chose, cette chose va te trouver. C'est possible, mais ça a été vrai pour moi, donc je peux que le recommander. Ça a été vrai parce que vraiment, je t'assure, ça change tout. Ça change toute ta life. Mais ça change toute ta life dans le bon sens. Ça change pas ta life en matière de succès ou de quoi que ce soit. C'est juste que tu montes sur scène, t'es détendu, t'es bien, il y a plus cette rage de j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de loyer à payer, tu vois, T'es comme un sprinter qui se dit, je vais courir le 100 mètres, il faudrait que je le cours en moins de 18 secondes, ça sera déjà bon. Déjà que je le cours, déjà que je fasse 100 mètres, c'est plutôt cool. Mais j'ai vraiment cette envie de... Après voilà, je sais que c'est pas facile parce que quand t'as un loyer à payer, surtout à Paris, ça coûte très très cher. Je sais que j'ai beaucoup de potes qui partent à Bruxelles parce que les loyers sont moins chers. Mais il y en a qui partent à Bruxelles parce que les impôts sont moins chers aussi. Ah oui, c'est vrai. Quand ils ont fort réussi. En fait, à Bruxelles, on se tape juste les très pauvres ou les très riches. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis entre les deux. Donc, voilà, c'est vrai. Je suis un étranger qui a un équilibre. Et comment ça s'est passé avec Canal? Parce que oui, c'est chouette d'avoir une idée, mais et puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes humoristes et d'aspirants humoristes qui écoutent aussi le podcast. Tu connaissais déjà des gens à Canal où t'as juste fait un truc que tu trouvais chouette et puis t'as réussi à le vendre comme si t'étais serveur à Hollywood, t'as réussi à vendre un pitch de film à Universal à un moment donné. T'avais déjà tes entrées. J'ai fait un coup de pied à la Van Damme en sortant d'un restaurant à un grand producteur. Il a fait, ah, viens de moi à mon bureau. Et voici le script de Kickboxer. Ça me fait penser comme quand j'ai des amis que je connais qui ont dit quand ils étaient jeunes, ils chantaient devant leur maison en espérant qu'un producteur passe et les remarque. Quoi. Ouais. Non, ça s'est passé. Eh ben, je vais revenir à ça, mais ça s'est passé de manière super naturelle. C'est-à-dire que moi, je faisais mon parcours. Bruno faisait son parcours d'auteur. Il avait quitté son taf. Il était dans un cabinet de notaire. Il a arrêté. En fait, on s'est vraiment jeté. Maurice Notaire. Hein, c'est connu ça. On s'est lancé dans le vide. On s'est lancé vraiment dans le. Il gérait le parc informatique d'un cabinet de notaire. Le truc le plus excitant de la planète. Il passait la moitié de sa vie en érection. Il était vraiment ça le saoulait. Mais bon, il l'a fait parce qu'il avait à le faire. Et de son côté, Harry Torchman, qui est le producteur de Bref, qui était mon manager à l'époque, qui est toujours mon manager, mon gérant, comme on dit, Québec. Mon gérant. Lui, à côté, il a fait des études de droit, il a produit des pilotes qui ont plus ou moins marché, il a produit une petite série qu'il a réussi à vendre à Canal+, qui s'appelait Deux mecs qui bossent à Canal, avec l'humoriste Ben, que tu connais, et Jonathan Cohen, qui est un excellent acteur. Et il livre ces épisodes-là, et au même moment, il a produit Bref. Et il a produit juste un court-métrage qui s'appelle Bref, j'ai dragué cette fille, et il le montre au détour du rendez-vous de livraison de l'épisode. Et dit j'ai ça aussi. Et Canal dit ne le montrez à personne d'autre, on aimerait bien bosser avec vous. Ok, c'est parti. Et ça, c'était à quel moment? Ça, c'était en mars 2000. Donc on a écrit Bref en février 2011, premier épisode en 2 heures. On l'a écrit ça tient sur une page A4 en fait, vraiment le concept.
Et après, on tourne je crois, on tourne fin mars parce qu'Harry me dit attends, je finis ma préparation, je finis mon contrat avec les 2 mecs qui bossent à Canal. Il fait il fait les choses bien, Harry. Il finit une chose, on fait une chose par une chose. Ce qui te donne confiance en lui parce que si il tasse tout pour pouvoir s'occuper de toi, tu dis la journée où un autre projet va arriver, Exactement. c'est moi qui va me faire entuber. Exact. Ouais. Je suis hyper attentif à ça, ouais. Hyper attentif. Et puis c'est un mec qui génère une vraie bonne ambiance. C'est-à-dire qu'à aucun moment t'as l'impression d'être au boulot. Ok. Il y a une belle ambiance. Tous les techniciens sur Bref, d'accord, on passe des moments difficiles parfois, mais à aucun moment les gens ont mal au ventre ou sont mal valorisés. Il y a une vraie bonne ambiance et une belle exécution en fait. Et donc c'est vraiment le résultat de ces 3 mecs qui ont décidé d'un moment donné de faire un truc. Et avec leur parcours, et ça a matché quoi. Ça a marché au bon moment. Et bon appétit. Dans Bref, donc j'ai eu l'occasion de regarder à peu près 35 épisodes avant de venir faire l'interview en bloc, un à la suite des autres pour voir pour remettre un peu ça en tête. Et je me demandais, à votre avis, vous qui l'avez fait, quel est le pourcentage qui est imputable au fond et le pourcentage qui est imputable à la forme? Tout ce que je veux dire, vous avez fait attention à la forme, mais comme vous avez l'air d'une bande de control freak un peu c'est ce qu'on est exactement. Freud dirait un peu encore dans la phase anale comme ça, dans le contrôle à mort. Mais tant mieux, vous avez raison de le faire. Tu vois, c'est pas une critique. On contrôle tout, de A à Z. Et parce que je me dis des fois, les gags, ils sont bons, ils marchent bien, mais à chaque fois que je voyais la série, je me disais, quelqu'un qui fait juste raconter le même gag en stand-up, d'après moi, il a jamais le succès que la série peut avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La forme a servi à crever aussi le fond, non? Je pense pas. Non? Non, au contraire. Je pense que la forme est un bon moyen d'appeler les gens. Dire regardez. C'est court, de toute façon, vous allez voir. Puis c'est rythmé. On espère que vous n'allez pas vous ennuyer en 1 minute 30. Au Sinon, pire, c'est vous nous en dommage. voudrez pas. Ouais, c'est ça. Franchement, si tu me dis putain, j'ai perdu 1 minute 30 de ma vie. Déjà, le fait de le dire, t'as déjà perdu une autre 30 secondes. Je me dis, mais c'est quoi ta vie pour que t'aies perdu 1 minute 30 et que ce soit aussi important pour toi? Excusez-moi, monsieur Obama, je vais essayer de pas commencer, quoi. Mais je pense que ça a été un bon moyen d'appeler les gens à regarder notre univers. Mais après, quand on a écrit le truc avec Bruno, c'est qu'on s'est dit, viens, on en fait une série, faut qu'il y ait les épisodes soient liés entre eux, parce qu'on aurait pu faire. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, je suis allé chez le dentiste, il a mis sa fraise, j'ai eu mal, j'ai crié, j'ai fait on aurait pu faire ça. Mais c'était pas le but. 8 épisodes. T'aurais vu une supercherie en fait. Alors que nous, on voulait vraiment raconter des histoires. Quand on a vraiment réfléchi avant de re-signer 40 nouveaux épisodes. On a signé 40 épisodes, ils étaient bien, il a embrassé cette fille, voilà, fin de la première session. Et on se dit, est-ce qu'on va avoir des choses à dire, est-ce qu'on va réussir à surprendre? Et on commence à discuter beaucoup et on parle de choses. Maintenant que les gens nous ont un peu suivis, viens, on parle de vrai, encore plus vrai. On a parlé de choses vraies, des choses assez légères. On a d'ailleurs fait dans la première session J'y pense et je ressouris. J'y repense, pardon. On a refait dans la première session J'y repense et je souris. C'est l'épisode très nostalgique sur l'enfance. Après, on a fait Bref, je suis vieille. On a fait plein de choses derrière. J'ai fait une dépression. C'était des sujets extrêmement importants pour nous. C'était pas le but de faire rire en fait. Bref, c'est marrant parce que nous, dans la vie, on est plutôt marrant. C'est-à-dire qu'on aborde les choses de manière plutôt marrante. Mais on a voulu parler de choses qu'on connaissait vraiment. Nous, la vie. Et en fait, finalement, la forme est un peu la fille à gros seins devant la bagnole. Donc, même s'il y avait juste eu la fille à gros seins et pas de bagnole derrière, ça aurait pas marché, quoi. C'était un peu le produit d'appel, la forme. On est la belle fille qui est derrière l'invité dans un plateau télé, tu vois. Tu sais, dans le public, il y a toujours deux belles meufs et tu fais. De se faire chier. Non, c'est pas ça, c'est que tu regardes le truc, tu fais, je sais pas ce qu'il raconte, mais. Ce que j'ai bien aimé dans la série, et si on en parle, by the way, c'est que le coffret est sorti, donc c'est la deuxième phase, c'est l'ensemble ou le deuxième DVD. Si vous avez le premier DVD, vous pouvez acheter le deuxième DVD. Ok. Et j'aime bien le fait que ce soit pas de l'humour à grimace, de l'humour à nez de clown, et c'est de l'humour qui est capable de prendre le risque de pas être drôle. Et on en parlait tout à l'heure avant de commencer. En regardant un par un, j'avais pas fait le parallèle, mais en regardant en bloc, je vois un côté très un peu Louis C.K. Finalement, Louis C.K. qui est un humoriste qui est un des plus drôles de la planète, mais quand tu le regardes dans sa série, tout ce qu'il fait, c'est genre froncer les sourcils puis avoir honte un peu de lui-même, c'est ça. He's processing shame, comme il n'arrête pas de dire. Et c'est vrai que ça m'a marqué, surtout, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus, je veux dire, entre guillemets, rigolo dans ce que je veux dire, dans le premier bloc. Et dans le deuxième, ça allait de plus en plus loin. Et t'avais des épisodes qui, au complet, étaient pas... Quand tu t'engueules à la fête, entre autres, à un moment donné, quand tu fais l'espèce de discours à tout le monde, c'est pas marrant, c'est pas marrant du tout.
Il n'y a pas de nez de clown dans le truc. Non, mais il y a. Danny Boone n'a pas un rôle. Tu vois. Alors, Danny Boone a son humour. Tu peux pas comparer en fait. C'est son humour. Il a son clown justement. Je pense que c'est quand tu dis le mot clown, c'est intéressant parce que dans l'humour, on a tous un clown. Walter a un clown, un flegme, une élégance. Ça reste un clown. Ça reste un vrai clown construit. Danny Boone a un clown un peu dépressif. Maniaque, du mal à parler, tu vois. Il est un peu, il a cette loose aussi très très forte. Le clown dans Bref, c'est un clown à la Buster Keaton. Attention, à toute proportion gardée, mais non, parce que c'est le même clown passif, le Chaplin, tu vois, le clown qui prend tout un peu, En fait, t'es quasiment ton personnage est quasiment l'observateur de la série plus que le premier rôle de la série. J'ai entendu une phrase c'est Jim Moore qui disait il y a pas d'humour, there's no comedy without reaction shot. Il y a pas d'humour après une blague si t'as pas quelqu'un qui on voit la réaction de quelqu'un et c'est vrai. Et souvent ton personnage c'est pas lui qui va nécessairement faire la vanne mais on le voit il vient de se passer un truc marrant. Et vous restez après ça, on voit le personnage, la réaction de ton personnage à ce qu'il vient de faire. Donc. J'avais vu ça rejoint. J'ai eu une conférence sur l'humour c'est un mec qui s'appelle Joss Uben, qui s'appelle L'Art de rire. Il tombe dans le monde entier avec cette conférence. Et il explique justement que c'est vrai, c'est ça. C'est quand un mec tombe dans la rue, un mec mine de se péter la gueule. Ce qui est drôle, c'est pas qu'il va se péter la gueule, c'est qu'il regarde autour de lui si quelqu'un l'a vu. Ouais. Et c'est là que le rire se déclenche. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. C'était un peu, toi tu disais que c'était passif, moi je disais que et même le personnage de Bref, et je pense que la personnalité des gens dans la vie se définissent par leur entourage, par les actions et les non-actions qu'ils font en fait. C'est-à-dire que on est tous un peu embrigadés dans un entourage, dans une famille, dans une société, tu vois. Il y a toujours j'ai l'impression qu'il n'y a pas de je suis cette personne. Enfin, en tout cas, moi j'ai mis très longtemps à savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais moins. Oui. Et là on parle de psychologie carrément, là on n'est plus du tout dans la mais vanne. chez les gros geeks d'humour de toute façon on en vient toujours à parler soit de psychologie parce que c'est là aussi que tu vas chercher ton humour. C'est moi j'ai relu et c'est horrible mais sur internet dernièrement je crois qu'une de mes dernières recherches j'ai tapé sophisme dans Google. Donc c'est vrai que tu dis que t'es peut-être devenu un peu trop geek quand tu googles à 1h du matin sophisme pour voir lequel tu pourrais utiliser dans ton spectacle. Ouais. Tu dis là c'est trop, il faut. T'as du mal toi à déconnecter de l'humour? T'es un peu un obsédé comme ça ou tu finis par genre je sais pas si t'as une copine ou pas mais ou des très très proches, à moins que tout est très très proche aussi des humoristes. Mais obsédé, je sais pas, obsessionnel oui. Ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis un chercheur de phase, c'est-à-dire que je regarde tout, je connais tout, je veux tout savoir. J'ai eu très peur, et ça vient d'une vraie peur que j'avais quand j'ai commencé l'humour, de pas être marrant. Ouais, c'est-à-dire que je me suis dit, j'ai fait le cours Simon pour apprendre à écrire, à voir des auteurs, à comment voir pourquoi on rigolait, vraiment comprendre quoi. Oui. Et pas lire Bergson et dire ouais j'ai lu Bergson. Non, je voulais vraiment aller voir pourquoi un geste, un regard, une situation. Pourquoi ça c'est drôle et ça c'est pas drôle. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les abdominaux se déclenchent en fait? Qu'est-ce qui fait chimiquement, Qu'est-ce qui fait? Quelle est la formule magique pour ça? Et j'étais tellement angoissé que ça que j'ai tout verrouillé et j'ai travaillé. J'avais jamais autant travaillé de toute ma vie quand j'ai appris le métier d'acteur. C'est-à-dire que j'ai bossé Fedo, j'ai bossé Guitry, j'ai bossé Pinter à fond, j'avais plein de rôles comiques. Je voulais que ce soit maîtrisé et j'ai appris que Fedo d'ailleurs faisait répéter ses acteurs au métronome dans les années 1900. T'imagines l'obsession du gars quoi. Ah ouais. Parce que le rire est une question de timing, mais j'avais vraiment besoin de contrôler tout ça, de savoir pourquoi je ne me mettrais jamais, peut-être c'est une question d'ego, mais je me mettrais jamais en danger si c'est pas maîtrisé. Ah oui, donc contrôle fric encore une fois. À fond. Dans tous les aspects de ta vie ou juste professionnel? Bah, c'est difficile à dire parce que ma vie c'est quand même ça, donc ouais, t'as pas d'autre vie que la comédie en soi. Ouais, j'apprends petit à petit quand même à me donner du temps. Tu vois, j'accepte plus trop de trucs le dimanche. Avant, j'aurais dit, ouais, dimanche 15h, après on enchaîne à 16h, à 19h, puis 20h, 2h du matin, pas de soucis. Non, maintenant, 7 jours dimanche, 7 jours lundi. Peut-être que j'apprends juste à m'économiser, justement. Parce que c'est vraiment du long courrier. Encore 2 questions à propos de Bref, et après ça, on va enchaîner vers la suite. Mais quand on a fait le podcast avec Walter, justement, on parlait de Bref, et il y avait une théorie que je trouvais super intéressante. Moi, je disais que je trouvais ça chouette d'arrêter
alors que tu es encore en demande, parce que c'était aussi la garantie que quand tu arrives avec ton nouveau projet, ben la garantie, j'en sais rien, mais j'imagine que tout le monde t'ouvre les bras. J'imagine tu dis salut, je m'appelle Kian Kojandi, j'ai une idée pour un programme télé. On te dit absolument, vous aimez le café long avec 2 sucres, c'est ça? Installez-vous, monsieur Kojandi, comment allez-vous? Je connais votre nom et d'ailleurs je l'ai prononcé sans faute, vous avez vu Kojandi? C'est ça. Oui, monsieur, il est avec le président de la République, mais il va écourter le rendez-vous comme ça plus vous recevoir. Non, pas ce point, mais... Et Walter avait une théorie qui lui est intéressante. Il dit ben moi je me demande à quel point la saison, enfin, on parlait du concept de faire la saison de trop, mais il dit le fait de faire la saison de trop est peut-être la seule manière de t'assurer que tu as été au bout d'un projet, c'est en faisant celle de trop. Et je me suis dit que tu allais sûrement avoir, surtout si tu dis que tu es un peu obsédé, tu allais sûrement avoir. Je suis d'accord avec Walter, mais je suis pas d'accord avec lui. Parce que on peut parler de théorie de projet, mais je préfère parler de Bref. On a fait Bref, on s'attendait pas à qu'il y ait autant de parodies aussi. Et la parodie, mine de rien, ça a utilisé des mécanismes qu'on utilisait. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis bah ouais, c'est tout le temps pareil, alors que par exemple, je l'ai regardé, il m'a regardé. Ah ouais. Ça, on l'a utilisé 8 fois en 82 épisodes. 8 fois, c'est rien. Je crois 6 fois même, je suis même pas sûr 8. Ça veut dire que c'est rien du tout. C'est un gimmick. C'est devenu un gimmick de la narration. Le fait que les gens fassent des parodies, ça me touche énormément. Il y a eu un autre truc qui est arrivé, c'est que je l'ai regardé, il m'a regardé et rentré dans le langage des parodies. On a eu beaucoup de parodies. Ce qui fait que si tu veux pas, c'est pour ça qu'on a dû se renouveler énormément. Et on a la chance de pouvoir se dire, viens, on arrête, c'est bien. C'est comme quand tu vas sur scène, que tu fais 5 minutes, 10 minutes, tu dois faire 5 minutes par exemple, tu montes sur scène, t'as dit bon, j'ai 15 vannes, 16 vannes, et tu te dis, à la 13e vanne, tu fais ta blague, et là, t'as le public qui applaudit de malade, genre bah. Le bruit, c'est ça, l'erreur pour moi, c'est de faire la 14e, la 15e et la 16e. Jimmy Kimmel, il dit qu'il fait tous ses monologues comme ça, il commence, il dit par sujet il y a 4-5 vannes, si à la 3e il y a le gros rire, il zappe les 2 autres puis il enchaîne. Bah je suis très content parce que Jimmy Kimmel le fasse, parce que pour moi c'est ça, c'est d'ailleurs tu vois tous les fans des stand-up américains, il y a un gros rire et ils font allez bonne soirée sur le gros rire, ils font bonne soirée. Parce que, et je suis sûr que ils essayent de trouver la porte de sortie, et c'est très important de sortir, c'est très important dans l'humour de ne pas lasser et d'être frais et d'être surprenant. J'ai déjà vu beaucoup de spectacles quand je passe 1 heure géniale, 1h15 bien, 1h30 longue et 1h45 où je fais il y avait vraiment des bons trucs dans ce spectacle. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et je pense que c'est un devoir, de et c'est là où ton entourage est très important, t'as mis ton mise en scène qui te resserre tout le temps, dire non, tu pars pas là-dedans, tu vas pas dans l'impro de 45 minutes. Enfin, je sais que c'est tentant, parce que c'est tentant c'est très tentant. C'est tentant d'être à la télé, c'est tentant pour l'ego de faire rire des gens et tout. C'est la même chose que draguer en fait. Si ça se passe super bien puis que tu refais les 3 phrases de trop puis que la tension descend, ben tout peut vriller en une seule. Après nous on a la chance, c'est Canal nous a suivis depuis le début, et quand on leur a dit on arrête, ils ont dit c'est vous qui voyez. On n'est pas là pour vous forcer quoi que ce soit, et ils ont été hyper cool. En même temps, s'ils ont vu que vous aviez la recette pour cartonner, j'imagine que de leur côté, ils se disent on va pas venir mettre un grain de sable dans l'engrenage, quoi. Il n'y a pas de recette pour cartonner, ils ont juste j'ai la bouche pleine, excusez-moi. Ils ont juste vu des mecs, ils se sont dit ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent faire, on leur file les clés, puis on voit. Et ils ont vu et ils nous ont vachement encouragés. Ils ont juste dit faites attention pour la cigarette, le CSA, parce qu'en France on a des normes. Ouais. On peut pas montrer de cigarette à la télé sans justification artistique. Donc il faut justifier. Il y a un mec qui va bonjour, la cigarette c'est parce qu'il est triste. En fait il fume des cigarettes. Ah, les Américains, je sais que sur scène il y en a 2-3 qui l'ont fait. Doug Stanhope entre autres l'a fait. Il dit ici tu peux pas fumer à moins que ça fasse partie de ton show. Voilà, ça fait partie de mon show. Et Mitch Hedberg aussi, je sais pas lequel. Dave Chappelle s'est fait refuser, je crois que c'était à Londres. Il s'est fait, il y a un vigile qui arrive qui dit écrase ta cigarette sur scène en fait, dans un comedy club. Et au Québec aussi, il a dit je suis allé à Montréal et les mecs m'ont dit arrête. Et tu crois pas que ça faisait partie du acte? Et il dit it's part of the show, it's part of the show. Donc c'est marrant. Il était au Comedy Cellar, il gagne sa clope aussi. Et le fait de garder le projet de Bref intact, entre guillemets, dans le sens que tu dis t'arrêtes, est-ce que c'est aussi une façon où tu dis peut-être que dans 5 ans ça va être tentant de dire on n'en ferait pas un petit spécial de 50 minutes pour la télé, est-ce qu'on n'en ferait pas, ou est-ce que pour toi tu veux plus jamais y retoucher là? Non, il n'y a pas de décision arrêtée de jamais.
C'est juste que, ouais. C'est pas important. Quelqu'un a une super idée pour un film. En même temps, non, parce que tu voudrais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ait l'idée. Mais si on te dit, il y a peut-être des budgets pour un film, si vous avez une idée. Mais ça, un film, on y travaille déjà. Ah, vous êtes On dessus? y réfléchit. Ok. C'est pas l'opportunité qui nous guide en fait. C'est pas parce que tu peux être signé en septembre que le personnage il va avoir une vie en septembre en fait. Ça n'a rien à voir. Nous, on déconnecte complètement les choses. Artistiquement, est-ce que c'est stimulant à faire? Est-ce que on va pas avoir l'impression d'avoir tourné en rond? Est-ce que on va kiffer le matin quand on se réveille et qu'on va assumer 25 heures de travail par jour parce que c'est ça en fait? Est-ce qu'on va les assumer ces heures minute après minute, même si des fois c'est dur, mais c'est un vrai moment de bonheur. En fait, cette année c'était un vrai moment de bonheur de taffer et on voulait pas se lasser. Et si tu te lasses, forcément tu lasses ton audience entre guillemets. Et là on s'est dit on a encore plein de concepts, plein d'idées, et viens on essaye de faire un film sur Bref. Alors peut-être que d'ailleurs on le fait de notre côté, on le fait tout seul. On le fait Bruno et moi et Harry, et on écrit, et on va écrire le temps que ça prendra. On mettra le temps que ça prendra et on verra si c'est un film qui nous donne envie de le faire, on le fera. Si on trouve ça pourri et opportuniste, eh ben on le fera pas. Tu te sens une responsabilité maintenant que t'es connu? Je sais que t'as fait plein de choses avant. C'est toujours un peu réducteur. Non mais tiens, avant j'avais fait un truc qui s'appelle le Festival de Cannes. Ouais. Il y en a 32 et 32 c'était très bien. Et est-ce que tu as une responsabilité dans le sens de... Est-ce que un soir t'es bourré, il y a 260 000 sur Twitter, tu trouves ça marrant de dire « Hey les gars, regardez, je lèche mon caca ». Est-ce que tu dis « Ah non, je ne peux pas car les gens... » Ou tu... En gros, l'exemple que je veux dire, Bill Murray, donc l'acteur génial, paraîtrait, il y a plein de légendes et de rumeurs sur lui. Une qui dit que des fois, il se balade dans un centre commercial, il va derrière quelqu'un, genre un mec, il lui attrape les fesses, il colle son visage près de la tête, et quand le gars se retourne, il regarde droit dans les yeux puis il dit « Il y a jamais personne qui va te croire quand tu vas raconter l'anecdote. » Et puis il se casse. Et je me dis, Patrick, des fois, genre, il se promène. Patrick, il a pas de maison. Il se promène, des fois, il fait du backpack en Europe. Il voit des jeunes en train de jouer au foot. Et il va jouer une petite partie de foot avec. Et puis, bref, il fait ce qu'il veut parce que ça l'amuse. Et je me dis, moi, je pense que je pourrais pas avoir ton niveau de popularité parce que de temps en temps, je trouverais ça drôle d'écrire un truc sur le caca juste pour le plaisir de voir la réaction des gens qui font, mais enfin, est-ce que tu t'es fait pirater? De voir ce que tu peux provoquer, tu vois? Je comprends. Après, j'ai jamais été extrêmement provoque. J'ai jamais été un mec comme ça avant. Donc tu sais, c'est comme les gens qui me disent pourquoi tu prends pas part politique? Parce que je m'en bats les couilles et je m'en battais les couilles avant. Et tu vas pas commencer à moins t'en battre les couilles parce que t'es connu. Bah oui, en fait, je suis intéressé en tant que citoyen, en tant que tu vas pas donner ton avis. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas. Je le donnais pas avant. Oh ouais. Donc je suis pas un étendard, moi je suis juste un mec qui écrit des blagues, qui est auteur, j'écris des choses et je suis très heureux de le faire. Il y a des gens, c'est leur métier de représenter la société, c'est leur métier, ils le font. Et j'encourage à voter parce que c'est important, parce que c'est quelque chose que j'ai fait des études de droit et je sais que c'est très important parce que mine de rien, ces petits textes, ces petites lois, elles changent ton quotidien. Donc je sais que c'est très important d'avoir un point de vue et une opinion, mais c'est comme sur Twitter, si j'ai envie de faire une blague et je dis bon, si je la sens pas, je le ferai pas en fait. Mais c'est le truc, c'est d'être en accord avec moi-même. Ok, donc tu pourrais tout à fait, si tu trouves ça marrant à un moment donné, de lécher mon caca, je ne pense pas. Mais faut vraiment que je sois tombé loin. Allez, c'est mon meilleur gag. Tu viens de... Mais ouais, après j'ai fait dans Bref, donc j'ai pas peur de me mettre en ridicule. C'est pas ce qui me fait. Ah ouais. Ça me fait pas peur. Tu vois, les gens m'ont vu me branler. Et tu le faisais pour vrai? Et s'il te plaît, réponds pas à cette question. Réponse dans le DVD Making of. Réponse professionnelle. T'imagines le truc dans le DVD Making of, il y a 10 minutes où il se branle pour vrai. T'imagines le cauchemar. Non, mais c'est voilà, il y a pas de. J'ai pas d'estime de moi en fait. Je me dis pas non, il faut. Après, c'est vrai que j'essaie d'être en accord avec moi-même. Si je fais une blague qui est trash, qui sera marrante, c'est-à-dire que t'as des rires parce que c'est trash, mais que c'est pas moi, je le ferai pas. Ok. Mais je suis pas tenté par le rire en fait. Je veux pas absolument faire rire. Ok. Si j'ai pas de blague, je dis bon j'ai pas de blague, j'aurai demain. Et c'est vrai que tu dis sur ton image, ça m'a marqué. À un moment donné, il y avait un plan, t'étais de côté et on voyait ton ventre finalement. Et je me suis dit, putain, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs qui auraient choisi un plan un tout petit peu plus haut où on voit pas le ventre, ou qui au contraire aurait fait une espèce de grosse blague grasse là-dessus. Et c'est ça que je trouvais assez chouette. Encore une fois, à la Louis finalement, c'est comme ça, et j'ai pas 12 vannes sur le fait que ce soit comme ça, mais c'était montré de manière très normale. Et... Donc pour un contrôle fric, ne pas être obsédé par son image, c'est quand même assez surprenant. Non, je suis pas obsédé par mon image. Je suis obsédé par mon travail. Ok. J'ai pas d'image, j'ai pas de positionnement d'image, j'ai pas de... Donc dans 20 ans, tu ressembles plus à rien, toi.
Mais les gens, en plus c'est marrant, c'est que les gens quand ils me voient dans la vie, ils font mais vous êtes plus gros normalement à la télé, c'est marrant. Ils sont un peu surpris de me voir. C'est une attitude en fait, c'est un personnage que j'ai composé aussi. Il est très, bon là vous voyez pas parce que c'est à la radio, mais c'est des épaules très basses. Du coup quand t'as des épaules très basses, bah, ça influe sur ton ventre. C'est vrai que toi, t'as pas de et le regard est inexpressif, ce qui fait que bah, le personnage est un peu lent, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que dans la vie, je suis un peu à l'opposé de ça. C'est marrant. C'est marrant de composer et au contraire, je trouve ça bien. Je suis quelqu'un de très timide dans la vie, je suis pas quelqu'un d'extrêmement c'est bien. Tu fais gaffe à la façon dont tu te comportes, j'imagine, en public maintenant, ou pas? Parce que ça peut vite être, au lieu de tiens, il y a quelqu'un qui est passé dans la rue et c'est un vrai con dans la vraie vie. Tout le monde veut savoir comment ils sont dans la vraie vie. Tu sais, moi, le but du podcast, c'était deux choses. Faire parler des humoristes sans qu'ils se sentent obligés de faire des vannes à toutes les 2 secondes. Et à chaque fois que je faisais des interviews, Et c'est très agréable. Ben oui, parce que le problème quand quelqu'un essaie de faire des vannes, c'est que soit ça te fait rire, soit tu trouves que c'est un con. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'humoristes passent pour des cons. Et le deuxième point, c'était, quand je faisais des interviews, la question que tout le monde me pose, c'est comment il est en vrai? Et moi, j'avais envie de faire une émission où t'as ta réponse en écoutant l'émission, comment il est, que ce soit le plus proche possible. Donc là, c'est la première fois que je fais une interview de quelqu'un que je connaissais pas déjà. Mais donc, je crois que je t'aurais jamais demandé de moi-même, de peur que ça fasse pas naturel. Et quand j'ai vu que tu m'as donné l'occasion de le faire, j'ai dit, ben cool, normalement ça devrait dire que ça va pouvoir bien se faire. Et je vais me sentir à l'aise de poser les questions. Parce que c'est ce que je recherche, c'est d'être vrai en fait, d'être sincère. Je vais pas... T'as plus intérêt à faire ça qu'aller faire une interview de 3 minutes dans une radio. Il n'y a pas de comparaison. Encore une fois, il n'y a pas de comparaison. Il y a un système qui est en place. Tu peux pas dire ouais non c'est moins bien, c'est mieux. Non, moi j'ai travaillé pour 7 ans pour Énergie et encore aujourd'hui je suis assez proche d'eux et je renie absolument pas parce que c'est chouette, c'est un autre exercice et c'est juste le plaisir de pouvoir faire des choses différentes. Mais... Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'es riche? T'es riche? Est-ce que je suis riche? Ouais. Il y a de l'huile d'olive dans mes pâtes maintenant, c'est plutôt cool. Faut pas oublier que j'ai fait un programme court sur Canal+. Les gens pensent que... Pardon. C'est la Je finis ma bouchée parce que c'est très mal poli. Ma mère m'a dit toujours de bien manger. Je t'en prie. Mais c'est pas tant la quantité de matériel qui a été produit, c'est plutôt la popularité du truc. Et sur Canal et autant surtout sur Internet aussi qu'on a vu l'effet que ça avait. Et je crois que c'est plus ça, c'est le côté notoriété-popularité qui fait qu'on croit qu'on s'imagine que t'es riche. Oui, bah après, là en ce moment ma Lamborghini est en panne, mais bon, j'ai 2 Mercedes qui pourraient la remplacer. C'est plutôt intéressant, tu vois. Là, je repars en jetpack d'ailleurs de cette interview. Le toit va s'ouvrir. Ouais, voilà. Salut Dan, tu m'as fait le montage sur MySpace. Il y a. Excuse-moi, tu disais, pardon? Si t'étais riche. Ah, si je suis riche, ouais. Et tu disais que c'était la popularité qui fait qu'on croit pas nécessairement. Parce que c'est un programme court, donc c'est pas non plus énormément de matériel. Donc, oui, puis tu parlais de la popularité. Et la popularité, c'est un truc auquel nous, on a voulu absolument. Quand tu fais un programme à la télé, même un programme d'humour ou pas du tout, il reste 7 jours en replay sur le site internet de la chaîne. C'est le contrat de base en fait. Canal+, 7 jours. Nous, on a demandé que ce soit pas... Pardon. Excuse-moi. Nous, on a demandé que ce soit dans tous les pays jusqu'à la sortie du DVD. Ok. Parce que les gens qui font le DVD... ils participent à la série parce qu'ils investissent de l'argent, donc après quand ils doivent vendre le DVD, ils peuvent pas se faire de la concurrence. Donc c'est tout à fait logique en fait. Il y a un système qui est en place et grâce à ce système-là, on a pu produire une série et aller jusqu'au bout de nos idées. Donc c'est normal, avant le DVD est vendu, donc forcément les épisodes sont plus sur internet. Et on s'est dit, c'est une chance d'être vu. Viens, au lieu de dire on va vendre plus de DVD, viens, on le montre au monde entier notre travail et on a fait ça. Ouais, essayer de limiter sa popularité dans le but de vendre plus tard, je trouve ça c'est aucun sens jamais. Et ben ça rejoint exactement ce que je te disais tout à l'heure dans un peu dans le cheminement intérieur de fait de dire j'arrête de réussir, je suis très heureux de ce qui m'arrive maintenant. Et ben c'est ces micro choix là qui déterminent en fait. C'est pas des choix de production, au contraire c'est des choix humains. Et ça change, c'est ça qui change toute ta vie en fait. C'est quand je te disais bah voilà. Donc quand on dit bah non, nous on aimerait que ce soit tout le temps, tout le monde fait la gueule. Après tu dis mais non, mais vous allez voir. Et au final bah on a un DVD qui s'est bien vendu. Donc parce que quand on a fait le DVD, on n'a pas fait qu'un DVD aussi, on a fait des bonus à mort, on a fait plein de trucs, il y a 6 heures de bonus en fait dans le DVD. Mais nous on est une génération qu'on n'achète pas le DVD, on achète un objet qui nous relie à l'artiste qu'on aime. On n'achète pas un support, ça nous intéresse pas en fait. Mais tu sais que moi j'ai donc un spectacle, la tournée commence donc elle commençait maintenant et le spectacle existe aussi sur internet au complet.
et pour 2€. Donc voilà. Donc c'est le Excellent truc. il faut que je le regarde. C'est le spectacle donc au Cirque Royal. De toute façon, c'est piqué de ce que Louis C.K. a fait, Aziz Ansari, Delaney. Ils ont tous embrayé. Tant mieux. Mais parce que moi, mon calcul. Tant mieux. Oui. Moi, je trouve que c'est génial de faire ça. Oui, parce que mon calcul, moi, ça a toujours. On pense que. Oui, mais si tu le mets sur Internet et que les gens le regardent sur Internet, ils viendront pas te voir. Et moi, je pense. Il serait pas venu de toute façon. Voilà, de un. Et de deux, t'as beaucoup plus de chances d'aller voir quelque chose que tu connais mais que t'aimes, plutôt que quelque chose dont t'as jamais entendu parler toute ta vie. Donc, t'es mieux d'être un peu plus connu, puis après ça, t'en fais un deuxième, puis un troisième. Mais moi, j'ai jamais été voir dans les pages humour et me dire « Ah, tiens, Alban Van de Meerstein, je sais pas qui c'est, je vais payer 32€ puis je vais aller le voir. » Alors que si Louis C.K. vient ici, même si c'est un show que j'ai déjà vu, je vais payer plus cher pour aller le voir parce que je veux voir quelque chose que j'aime. C'est une chance d'être vu. C'est une vraie chance. Faut pas l'oublier, hein, parce que les gens disent ouais, moi je suis une star dans ma tête. Et enfin, les gens, certains, et je pense qu'ils font une erreur de se dire ouais, c'est bon, allez. Moi plus tard je voudrais des millions. Et bah ouais, peut-être plus tard, mais ces millions-là, il faut que d'abord que tu vailles 8€. Il faut que tu vailles 20€, après 40€, 100€, 2 millions après. Mais il faut pas perdre de ça, même en tant que jeune humoriste. Je me considère encore comme un jeune humoriste, d'avoir l'occasion de pouvoir le faire son métier et d'être vu. Après, gagner de l'argent, ça va de soi. Ça doit être à la hauteur de ce que tu fais. Mais avec Bruno et Harry, on pense vraiment que c'est une chance de pouvoir montrer son travail. Et je trouve ça cool que tu vendes ton spectacle sur 2€ sur Internet. Et en plus, ça te force à améliorer ton matériel. Ouais, ça. Alors que moi, ce que je veux dans la vie, mon objectif, c'est être millionnaire à 35 ans. Donc, il y a une espèce quel âge? de 29. 6 ans, ça fait. Donc, il va falloir produire pas mal de spectacles. Ouais, pas mal de spectacles. pas mal de billets, je t'avoue. Et peut-être arrêter de faire des podcasts gratuits aussi. C'est peut-être pas le meilleur. Tu veux que je te paye? En fait, oui. Je te paye en huile d'olive, j'ai de l'huile d'olive maintenant. Je peux prendre tout ce qui est bon. Tu peux la dédicacer comme ça, je peux. Ouais, l'huile d'olive dédicacée. Ça te ferait chier si de toute ta carrière, bref, était le truc qui avait le plus de succès? Ou tu t'en serais fier? Mais pas. Il y a 2 ans, on me calculait pas. Là maintenant, on me calcule avec bref. C'est chambé quand même. J'ai de la chance, j'ai une chance énorme. Tu vas pas te transformer en Radiohead qui dans 10 ans refusera en interview de parler de bref parce que tu vas considérer que c'est dans ton passé. Ouais. Tu sais, comme un Radiohead refuse de jouer certaines chansons parce qu'ils veulent pas que. Après, tu fais des trucs dans la vie et j'ai l'impression que ça te dépasse complètement et que ça appartient aux gens plus qu'à toi. C'est pour ça d'ailleurs on a fait un épisode de la fin. C'était pour dire aux gens, bah merci, on vous le rend. On vous le rend en fait, l'épisode de fin. Il y a plein de gens dans l'épisode. C'est plus qu'un bref, c'est plusieurs brefs. Et c'est la suite. Il faut être cohérent avec ça. Après, mon idée, c'est moi de continuer à, comme j'ai surpris avec bref. Mais mon idée, c'est de continuer ce que je fais depuis le début, de dire tiens, je l'ai pas fait, ça je le fais, et de continuer à surprendre et me surprendre, d'aller plus loin en fait. Et je pense que les gens adhèrent à un parcours plutôt qu'à un truc en particulier. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Et c'est ce qui me lie en tout cas moi avec ce métier, c'est que j'ai envie de me surprendre. Et si demain je fais un one man show, déjà ça sera ma première. J'en avais un, mais je l'ai un peu supprimé. Là, je reprends à 10 minutes. J'ai 10 minutes là. Parce que c'est ça, pour ceux qui savent pas, t'as pas fait tiens, maintenant je suis connu, je vais louer les plus grandes salles, puis je vais me balader. Tu fais dans des trucs de groupe, tu fais des premières parties, tu fais des trucs. Mais je suis terrifié à l'idée de faire une heure. Je me demande si je suis capable. Donc plus de pression reprends. Parce que les gens savent quitter. Non, c'est juste une question de un spectacle. C'est marrant que si toi t'es bien dans ton spectacle, si t'es en phase avec ce que tu dis. C'est-à-dire que sinon, j'avais déjà fait un spectacle avant et à un moment donné, c'est devenu tellement un truc que je disais mais que je cautionnais pas, mais en même temps que j'avais pas envie de renouveler, que je renouvelais pas. À un moment donné, je disais bon, je le fais et après c'est fini. Moi, je veux pas ça. Je veux vraiment, vraiment faire de ma life un truc hyper. Je vais être en osmose avec moi-même. Et quand je sortirai mon spectacle, c'est qu'il sera prêt et ce qui sera marrant. J'espère en tout cas. Ouais. J'aurais travaillé pour qu'il soit marrant et que je me sente bien parce que je fais pas ça pour me faire violence en fait. Je le fais parce que quand je reprends la scène depuis septembre, tous les soirs, je monte un peu, je fais 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes là, 12 minutes, 15 minutes. Je fais 15 minutes l'année dernière, j'étais super fier. Et ben, j'ai besoin de me sentir bien et je me sentais bien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je voyais le track qui revenait. Là, le track commence à C'est assez agréable le track. Quand tu l'analyses 2-3 petites secondes, tu te dis waouh, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui est un peu important. Pendant le track, je peux pas me dire ça. Pendant le track, je dis je vais mourir, je vais en train de mourir. Moi, je reviens toujours à la phrase d'Homer Simpson quand je me souviens plus c'était avant quoi, puis il dit pourquoi j'ai accepté de faire ça. Pourquoi je suis pas chez moi sur mon sofa en train de manger des chips au barbecue. C'est vrai. Et c'est vraiment la phrase qui te revient. Tu dis pourquoi. Foresti avec je sais pas si t'as vu le spectacle de Florence Foresti. Non. Dernier spectacle, elle m'invite sur scène. C'est 7000 personnes à Lyon, donc première pression. On part à Paris, à Bercy, 11 000 personnes.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, c'est capté dans les cinémas où il y a 80 000 personnes qui regardent. Il y a le Stade de France qui te regarde, d'accord ? Juste avant de monter sur scène, je sais que sur scène, je vais kiffer. Je vais kiffer parce que j'ai travaillé pour ça et que je suis content d'être là. J'adore Florence et je me dis, j'appelle Florence maintenant, t'as vu, showbiz. Ah ouais. Non, mais j'adore cette meuf, je la trouve chambée. C'est une obsessionnelle du travail aussi. Vraiment, je m'identifie vachement à sa méthode. Et juste avant de monter sur scène, je regarde les marches parce que c'est une grande scène. Et je t'assure que les marches, elles font 90 degrés devant moi. Elles s'inversent et je fais oh non. Et dans ma tête, je me dis, Kian, c'est le track, c'est juste le track. C'est rien que le track. Ne t'inquiète pas. Et au final, ça s'est super bien passé. Mais c'est ce moment-là, je t'assure, ce moment-là, il est tellement. Et il y a que l'expérience qui te dit non, mais c'est bon, c'est le track, je connais. J'ai regardé dans les archives, on a déjà vécu ça. Avec la checklist, est-ce que c'est la joie ? Non. Le plaisir non plus. Le track, oui. T'as mangé quelque chose de pas. Non, c'est pas ça. Tout est bien, tout va bien dans ta vie. Non, c'est le track. C'est bon, c'est sûr, c'est le track. Bouche sèche ? Ouais. Fourmis dans les mains ? D'accord. Gonflement au niveau du ventre ? D'accord. Problème de respiration ? Le track. Recherche d'objets pour te suicider à proximité ? Recherche de sortie ? Recherche de sortie de secours ? C'est le track, t'inquiète, c'est le track. Ouais. Et donc ça, c'est un truc que je réapprivoise totalement et j'y vais doucement, vraiment tranquillement. T'es déjà venu faire du stand-up à Bruxelles ? Non, mais j'aimerais bien. Comedy Club, quand tu veux. Et si avec tu plaisir. dis que le problème, c'est que tu vois, moi je vais jouer de temps en temps et j'ai pas envie que tu fasses la première partie parce que te suivre doit être assez trash. Surtout si tu dis que t'es jamais venu à Bruxelles. Tu sais quoi, je ferai ta première partie pendant 40-45 minutes et tu feras ma deuxième partie avec le 10-15 minutes que t'as. Mais c'est un super public en plus au Comedy Club. Mais j'aimerais bien. En plus, on avait des belles diffusions en Belgique, donc j'aimerais vraiment. Oui. Ouais, t'as pas fait de promo en Belgique. T'es venu faire la promo ? J'aimerais bien. Parce que peut-être que t'as pas conscience, mais si tu dis, je crois que tu veux faire n'importe quoi et en un coup de fil, tu viens, hein, c'est pas. Justement, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai envie de faire ça bien et si j'ai un faut que tu spectacle... connaisses donc un peu les. Non, mais je voulais dire pour la promo. Ah oui, bah ça viendra au moment où ça viendra, mais t'es pas pressé en fait. c'est pas mon but. Encore une fois, c'est pas mon but. Oui. Il faut absolument que j'aille faire une promo chez T'es pressé de rien en fait. Belge Matin. Je sais pas. Ouais. Non. Mais les gens seraient contents de te voir, je crois. Mais je serais très heureux de les rencontrer aussi. D'ailleurs, là, on a fait une tournée une tournée dédicace. Ça a même pas l'air focus que tu dis. Parce que c'est un compliment, attention. Mais t'as beaucoup de gens qui vont faire ah non, j'adore la Belgique, mais tu sais, qui viennent une fois tous les 10 ans, donc c'est pas. T'adores. Toi, ça non, mais un peu fait. Mais dans ta face, t'as vraiment l'air de tenter de venir. Ah ouais, grave, moi j'aimerais bien. C'est quoi? C'est Gare du Nord et c'est quoi? C'est un Thalys? Le Thalys, c'est celui que j'ai pris. Thalys. C'est combien de temps? C'est 1h20. T'es jamais. Mais c'est-à-dire que je peux venir jouer et repartir dans la soirée? Bah non, parce que Thalys après, mais. Mais c'est genre, il y a des soirées à 20h, non? 20h, t'as 1h? Alors 23h et 23h30. Je crois que le dernier Thalys à 22h30. Donc si tu joues à 20, ouais, tu pourrais jouer. Tu commences ouais, mais autant rester avec les gens et pas repartir le lendemain matin alors. Mais voilà. Ouais, c'est tentant. Bah, on restera en contact. Avec plaisir. Tu prendras mon 06. Comment on dit en Belgique? Tu prendras mon numéro de GSM. Mon numéro de GSM. Tu prendras mon. Ça fait penser comme des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent ah Dan, comment est-ce qu'on dit en québécois câble électrique? Câble électrique. Non, si vous voulez faire ça avec un québécois, demandez-lui les vrais noms, les titres de films qu'il donne en fait, parce qu'il change les titres de films. Mais ce que je trouve logique, j'ai jamais compris pourquoi les gens trouvaient ça bizarre, parce que quand t'achètes un livre mettons d'un Américain, ouais, et le livre est traduit, le titre aussi. Pourquoi si le film, tu traduis le film, tu traduirais pas le titre? C'est pas habituel, mais j'ai jamais compris pourquoi ça faisait rire tant que ça. Bon, c'est marrant, c'est l'accent. Mais Yacine Bellou, c'est un super sketch sur les. Ah, je l'ai vu. Il est venu jouer au Comedy Club justement en 3 jours. Ah ouais? Ah ouais. Et ben, il a un super sketch sur les québécoises et sur les expressions québécoises. Et d'ailleurs, il le jouera. On fait la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais le 10 décembre. Et ben, lundi prochain. C'est en direct sur Rire et Chanson d'ailleurs, vous pourrez voir. Et sur France 4, je crois. C'est sûr. On fait le gala de Montreux, le festival de Montreux. Il y aura Yacine qui fera ce sketch aussi. Très, très bien, Yacine Bellous pour ça. Ben, qui joue, il fait la voix aussi. Il a fait des trucs dans. Il fait la voix du spermatozoïde dans Bref. Il fait Demain et Jamais. Non, il fait Demain et La Solitude avec la vieille. Voilà, super acteur et un mec génial. J'étais encore avec lui hier soir au Comedy Strip. On a joué ensemble. Et il y a une séquence aussi où il explique des trucs avec des chaussettes, si ma mémoire est. Ouais, l'histoire racontée par les chaussettes. C'est sur internet, sur YouTube. Vous tapez ça et c'est Dedo et Yacine qui font l'histoire revisitée avec des chaussettes. Et c'est très marrant. Parce que à partir du moment où t'es connu et on sait que t'es bankable,
on va te proposer plein de choses. Est-ce qu'on t'a proposé des trucs sur ça dans des films ou en télé ou en théâtre ou n'importe quoi où tu t'es dit wow, tu les vois passer ou t'as une équipe, t'es comme un rappeur, Non, un entourage de 12 personnes maintenant? Je contrôle tout, je regarde tout, je lis tout. Ouais, contrôle fric. Non, mais ouais, parce que je veux pas. Si j'ai un projet qui me plaît, j'ai envie de le faire. Après, c'est vrai que quand t'as un truc comme Bref, on a été approché par une marque de clopes pour faire un Bref, fumer cette clope. Ça, c'est marrant. Et ça vous a été payé combien pour le faire? Beaucoup trop d'argent pour un être humain. Je sais pas, il y a pas de proposition, financière, mais c'était vraiment le côté, ça vous dit, la clope, c'est jeune. Ouh. Donc c'est des trucs, je comprends pas trop. Après, c'est vrai que quand t'as une série comme Bref qui marche un peu, ça devient une marque Bref. Ouais. Et les gens, ils veulent faire tout et n'importe quoi avec. Ils disent, on fait une corde à sauter, bref. Tu vois, beaucoup de produits dérivés. Ouais. Non, bah justement, alors ça, c'est un truc que j'ai vraiment parlé. Le merchandising, c'est un truc. Nous, on aime le merchandising. Bruno, moi, on aime. Vous êtes des geeks un peu. Ouais, j'ai une tasse Curb Your Enthusiasm. Oh, ouais. J'aime acheter. J'ai une casquette Dane Cook. Tu vois, c'est con, mais ça me sert à rien, ça me rend pas plus marrant, mais j'aime ça. On aime le merchandising intelligent. Et c'est vrai que quand tu fais ce truc-là, que tu rentres dans le délire du merchandising, tu peux tout faire. Ouais. Mettre Bref dessus, c'est bon. On nous a proposé des recettes de cuisine. En plus, c'est assez simple de mettre le logo Bref. Ils te donnent de l'argent, ils te donnent même beaucoup d'argent, et ils te disent, tenez, on met Bref sur des recettes de cuisine. Ben non, c'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, on a dit, nous, on veut faire un livre. On va faire un livre qui explique tout dans Bref, mais dans le livre, il y aura des interviews, des stickers, il y aura des jeux, il y aura des trucs à découper, il y aura des secrets de Bref, il y aura des storyboards qu'on donnera aux gens. Il y aura... C'est déjà sorti, ça? Il est sorti, ouais. Il est sorti, il est dans les librairies et les gens sont contents parce que et il sera pas cher, on a dit aussi surtout. Toi, il doit coûter 25€. Ok, ouais. Et il est vraiment. C'est un vrai objet. C'est un vrai objet c'est encore une fois, c'est le lien. Et les gens, quand ils voient Bref, j'ai envie qu'ils se disent, ah ouais, ils cherchent pas à prendre notre argent. Au contraire, on dit, regarde, vous allez prolonger l'univers de Bref. Et quand on a fait une édition collector sur le DVD, il y avait le livre, le double DVD ou le Blu-ray, et il y avait aussi une clé USB. Donc une clé USB de 2 Go, et dedans il y a des musiques de la série. Qui marchaient des deux côtés, la clé USB. Ouais, non, ça marche que d'un T'as côté. vu, j'ai fait mes recherches. Ouais, j'ai vu, j'ai bien joué. Dan est très renseigné. La vieille lèche. Et dedans on a mis des dossiers, on a mis des vannes en fait. Et si à un moment donné les vannes tu veux les supprimer, bah tu les supprimes, t'as une clé USB de 2 Go. Mais il y a des musiques, il y a même une musique que tu peux remixer qui s'appelle Try Again, la musique de la série, tu peux la remixer, t'as toutes les pistes. Donc on s'est dit, à chaque fois qu'on fait un truc, on essaie d'offrir une nouvelle expérience aux gens. Et on cherche pas justement à surfer sur un truc, c'est pas le but. Le but c'est de faire quelque chose de cohérent avec nous-mêmes. Mais t'es agréable à suivre sur Twitter, entre autres pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent soit juste pour faire leur promo, ou la pire race, c'est qu'ils retweetent tous les compliments qu'on leur fait. Ouais. Et alors que si moi je te suis, c'est parce que je t'aime bien, donc j'ai deux choses que j'ai envie de voir, c'est savoir quand est-ce que tu joues, et que tu me fasses rire finalement. C'est ça idéalement. Tu peux faire autre chose parce que c'est encore toi qui décides ce que tu veux avec ta life, mais la raison pour laquelle je vais te suivre, on va dire, c'est pour avoir ces deux trucs là. Et c'est vrai que c'est aussi, même sur internet aussi, c'est assez cohérent avec ça. C'est ce que tu essaies de faire, ce que vous essayez de faire. Je n'ai jamais cherché à être populaire ou célèbre, hein. Je cherche juste à faire ce que j'aime. C'est pas la même chose. Ouais, donc ça fait plus de sens pour toi d'être cohérent. C'est qui tes influences? Oh la vache, j'en ai tellement. T'es un geek, donc j'imagine. En fait, j'en ai tellement. C'est théâtral, c'est français, c'est stand-up. 2-3 américains pour commencer. Alors, américain, il y a Louis C.K. Il y a. Tu me demandes de choisir Dave Chappelle, rien que pour Sur scène et son Chappelle Show, qui est juste trop marrant. Et après, il y a. J'aime beaucoup Demetri Martin. Ah oui, si vous ne le connaissez pas, d'ailleurs, il vient, je crois, son dernier special est sorti aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Il est déjà sur iTunes en audio et vous pouvez l'acheter en vidéo. C'est le mec qui parle le plus lentement. Son dernier special est sorti là ? Je crois que j'ai vu un tweet aujourd'hui Non, c'était encore la pub de son. C'était pour Noël, je pense. Il l'a retweeté il a refait la promo de son. Mais c'est un super spectacle. Il est d'ailleurs. C'est un mec un peu bizarre qui des fois peut être 1 heure sur scène à juste décrire des dessins qui sont diffusés à côté de lui. C'est un humour très lent mais hyper agréable. C'est très jazz. Exactement, il a un univers et c'est un vrai artiste. Il crée des trucs, il crée tout le temps. Donc Demetri Martin, et puis là récemment j'ai acheté l'album de Anthony Jeselnik, qui est assez hilarant. Anthony Jeselnik, c'est un peu pour ceux qui c'est marrant de dire, c'est hilarant.
Oui. C'est de le dire sans ton, de dire c'est très hilarant. C'est Walter qui dit, il y a juste les humoristes qui peuvent faire ah oui c'est vrai c'est drôle ça en tirant la gueule parce qu'ils sont en train d'analyser. Et Jason Lee en fait c'est un magicien. Il commence avec sa prémisse, il te laisse quelques secondes pour te laisser le temps de deviner qu'est-ce qu'il va faire comme van, et vraiment le temps, puis quand t'es humoriste c'est une obsession parce que c'est toujours de deviner les chutes, et une fois sur deux tu y arrives en général, et lui il te laisse et il te regarde avec un petit sourire, genre je l'ai vu en show, genre vas-y essaie tant que tu veux, Et tu n'y arriveras jamais. et tu sais que 9 fois sur 10 il va t'avoir quand même. You say, Anthony, you can't do that. I say, wow. C'est toujours hyper posé. Il est lent et vraiment sur scène il marche pas, il erre sur scène vraiment, et il fait juste dire des trucs. Maintenant pour en faire une, il fait quand j'étais jeune mon père était alcoolique et je déteste quand on dit que c'était une mauvaise personne, parce que même s'il rentrait bourré tous les soirs, jamais il a levé le petit doigt sur moi ou ma mère. Et je sais pas si c'est parce qu'il nous aimait ou juste parce qu'il détestait ma sœur, mais oh. Et à chaque fois Merde. t'as une minute où tu rigoles pas du tout, tu dis ok, et t'essaies de deviner, et comme un magicien, pouf, il te sort un truc. Il a une vanne aussi qui est super marrante. Il dit quand j'étais petit et que je voyais mon père enlever sa ceinture, j'avais très peur. Je détestais le regarder s'injecter de l'héroïne. Et c'est à chaque fois des trucs comme ça. Il est super bon. Donc peut-être 2-3 Français maintenant pour. Alors en France, Les Inconnus, Les Nuls, grosse influence, Cadet Olivier. Ok, je pensais que c'était des catégories. Édouard Baird. Non mais c'est. Parmi ceux que j'aime bien qui sont inconnus ou qui. Ouais, pardon, non, Les Inconnus. Oui. C'est marrant. Non, c'était c'est assez vaste. Tous les gens qui ont bercé mon enfance, et puis j'aime beaucoup Jamel, Florence Foresti. Et mettons ceux qu'on pourrait découvrir, qu'on connaît peut-être moins, qui sont pas encore vachement connus, s'il y en a qui suivent puis disent ça serait bien. Et déjà vous les découvrirez à Montreux, au festival de Montreux. Ouais, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 10 décembre, sur scène. C'est des gens que j'aime énormément. Parmi ces gens-là, il y a Seb Melia, des gens qui sont pas connus du tout. Qui est venu à Bruxelles, lui d'ailleurs. Seb Melia, qui je pense qui est le plus américain des. Il a une écriture hyper anecdotique, hyper personnelle, pas du tout, hyper intimiste, hyper vrai surtout. J'aime beaucoup Baptiste Le Caplin, j'aime beaucoup Kairon parce que c'est mes potes, mais parce qu'ils ont du talent surtout. J'aime beaucoup Yacine Bellous, je trouve très très drôle, hyper inventif. Qui je trouve très marrant aussi, il y a un mec que je mets en scène qui s'appelle Greg Romano. Ouais. Je sais pas si tu le connais. Alors lui, il commence vraiment à trouver sa voix. C'est très long. On sait que le métier d'humoriste est très très long, d'être en accord avec soi-même, de raconter des choses qu'on a envie de vraiment raconter. Et Grégory commence vraiment à trouver son ton, et pour moi, il a tout d'un futur Louis C.K. quoi. C'est-à-dire, il est hyper dans l'intime. Il a voilà, c'est un mec très très brillant. Encore besoin de travailler énormément, parce que c'est un métier où on travaille énormément. De toute façon, on n'a jamais fini d'aboutir, mais on dit souvent que c'est 10 ans. C'est 10 ans de travail avant d'exister limite comme humoriste. Hein. C'est Seinfeld qui compare ça à la vie, je crois. Il dit quand t'as un an de scène, t'as comme un an dans la vie, tu sais à peine parler, tu fais t'es sur scène, et quand t'as 20 ans, là tu commences à être au top de ta forme. 2 dernières questions pour terminer. Ouais. Est-ce que des fois tu t'inquiètes tu dis merde, j'espère que je vais être bon en interview. Est-ce que c'est un truc que tu y penses, ou quand t'en as tellement fait, tu y penses même plus en disant j'espère que je vais être... Parce que t'as peur d'être mauvais en interview. C'est un exercice que tu fais en fait. L'interview, c'est de plus en plus... c'est comme la scène. Plus t'en fais, plus t'es détendu sur scène. C'est pareil. Après, voilà, c'est toujours dur de dire des choses en accord avec soi-même. Des fois, tu perds le fil, et... voilà, mais j'ai appris à le faire, et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Qui t'aimerais bien, maintenant que t'as entendu le podcast, est-ce que t'as des noms de gens que t'aimerais bien entendre dans le même exercice? Comme ça me permet moi de pas avoir à me creuser la tête, tu vois. J'utilise. Et puis je fais non mais je te jure, c'est Kian qui a dit qu'il voulait que tu le fasses, donc ça facilite. Tu devrais. Parce que tu vas donner un très gros coup de main. Moi en fait, la diffusion c'est que sur internet, donc forcément. Et donc le seul argument que j'ai pour convaincre les gens, souvent on le fait des trucs hors promo, c'est hey, est-ce que t'as envie de parler pendant 1 heure, puis ça va pas être tant diffusé que ça. Tout ce que j'ai, c'est le nom des gens qui l'ont fait. Donc quand t'as des Walter ou Philippe Gueuleux qui le font, forcément ça m'aide, et donc toi aussi. Donc, merci. Ouais, tu devrais faire avec Navo. Il a une bonne vision de l'humour. Navo, c'est le mec qui a écrit avec moi la série. Il a une vision complètement extrêmement globale de l'humour, et hyper intéressante. Plaisir. Et je sais pas, les gens avec qui je partage la scène de Montreux. Donc tout ce qu'on va pouvoir découvrir sur Ouais, Facebook. grave. Super. Kian, merci beaucoup. T'avais une autre question encore? Tu Tu m'as dit 2.
un demi-truc. Pendant que tu étais super occupé l'année passée, j'imagine qu'il y a des trucs que tu n'as pas eu le temps de faire ou des gens qui ont demandé des interviews, tu aurais aimé ça dire oui et tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Comment est-ce que tu le gères, ça? Je dis, moi, s'il y a une personne qui veut une interview, c'est une par 3 mois. Donc, c'est facile pour moi de lui dire oui et de le faire. Et de dire, il y a des gens qui voudraient, genre, une partie de moi et je peux pas leur dire oui. Est-ce que tu dis, merde, ça fait chier, j'aimerais ça faire plaisir à tout le monde ou tu es tellement occupé à produire que tu t'en fous? C'est des périodes en fait. Là, je suis en promotion en ce moment de notre travail, de DVD, de Montreux, de plein de choses. Donc, c'est un peu le moment des interviews. Mais je pense que tu n'entendras plus parler de moi pendant l'année prochaine. Tu n'entendras plus parler de moi. Tu me verras peut-être sur des scènes, mais tu t'entendras pas. Je serai pas en promo. Donc, même si les gens demandent, tu dis bah pour l'instant, je préfère. Non, parce que ça, en fait, ça vient au moment où t'en as besoin. Tu vois, t'en as besoin, t'en as envie aussi. Tu vois. C'est important de s'exprimer sur des choses là, tu vois. C'est important que je m'exprime sur le merchandising, sur comment je vois un peu l'humour. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une envie, tu vois. Je veux pas être invité sur le plateau télé, je le fais simplement. Je cherche pas à être visible. C'est des périodes. L'année dernière, j'étais vraiment, à un moment donné, c'est un truc que dit Edmond Rostand. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire La tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac et de Edmond Rostand, qui est un chef-d'œuvre, qui a été pour nous notre hymne à la liberté, vraiment. C'est de dire, à un moment donné, tu essaies de te faire connaître sur un sonnet au lieu d'en créer d'autres. Un sonnet, c'est une poésie. Oui, c'est un serpent et une mauvaise blague. Mais en plus, un jeu de mots, et je déteste les jeux de mots. C'est vrai, pourquoi t'as fait un jeu de mots? Tu me parles de Louis C.K., tu me fais un jeu de mots. Ah non, un jeu de mots, ça c'est vraiment. C'est le Benjamin Button de la farce. J'ai reculé des années en arrière. Non, mais c'est par exemple un poème. Il y a des gens qui se font connaître sur un poème et qui essaient de toute leur vie surfer sur un poème. Et donc, Cyrano de Bergerac dit. Me faire connaître sur un sonnet, écrire un sonnet et essayer de me faire connaître dessus, non merci. Et il dit merde, j'ai perdu mon fil. Tu vois, là, ce qui arrive dans les interviews, c'est qu'à tu penses à parler, tu fais merde, j'avais un truc, on a fait une blague, ça a tout part. Mais au moins c'est une bonne blague, donc ça a vraiment valu la peine de te couper. Et tu vois, j'aurais dû faire comme bref, partir sur une super blague. Une fois que t'as rigolé, j'aurais fait merci beaucoup, c'était Kian qu'aujourd'hui. Et salut. Non mais j'aurais été génial comme ça. Alors que c'est même pas toi qui. C'est genre, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars? T'entends juste une porte qui ferme. Il est parti, désolé. Donc il reste 4 minutes, je vais essayer de les meubler. Mais et voilà, donc il dit ça, il dit et plutôt préférer faire des visites plutôt qu'un poème, non merci. Et voilà. Ouais. C'est à un moment donné, quand on a eu bref, il y a eu un gros coup de projecteur, c'est-à-dire beaucoup de médias nous demandaient. On s'est dit on commence à faire beaucoup plus de visites que de poèmes là. Maintenant il faut écrire, maintenant il faut continuer à faire notre travail. Faut jamais enrayer ce pourquoi les gens t'appellent. Je pense que le moment où l'artiste est le plus malheureux, c'est quand il a fini de produire quelque chose, s'il n'y a rien de nouveau, qu'il passe son temps à regarder ce qu'on dit de lui, je suis convaincu que c'est là que t'es déprimé. C'est un peu dur, ouais, ça doit être un peu dur. Mais après, j'ai de la chance d'être mon propre initiateur de projet, donc, et le fait de monter sur scène, ça te rend serein. Parfait. Bon, c'est là-dessus qu'on va te voir prochainement, j'imagine. J'espère que je serai allé jusqu'au bout de ça. Allez, merci beaucoup, Kian. C'est vraiment super. Merci à toi, Dan, et merci pour ton travail. Et au plaisir de se recroiser à quelque part sur scène, éventuellement. Grave.